don't need to believe. I know. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Psyché Déclic. Avez-vous vécu des coïncidences frappantes qui semblent avoir un sens caché? Avez-vous déjà fait un rêve prémonitoire qui vous a laissé une drôle d'impression? Avez-vous connu cette étrange sensation de déjà-vu, ce sentiment d'avoir vécu un moment avant même qu'il ne se produise? Si vous vous êtes un jour interrogé sur les mécanismes invisibles qui façonnent vos rêves, vos pensées et même vos comportements, alors vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, on va explorer ensemble ces phénomènes fascinants qui révèlent les dimensions cachées de notre conscience et nous aideront à mieux comprendre les rouages profonds de l'esprit humain. Et pour cette première vidéo, quoi de mieux que de commencer par la notion centrale de toute psychanalyse, qui n'est autre que celle d'inconscient. Qu'est-ce que c'est exactement l'inconscient? Comment cette notion a-t-elle émergé depuis l'Antiquité? Comment Freud théorise ensuite ce concept? Et en quoi le psychiatre Carl Gustav Jung est venu enrichir cette notion par rapport à la définition proposée par Freud? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors c'est parti, on va commencer de manière très scolaire avec une définition. L'inconscient, c'est quoi? Eh bien d'abord, on peut le définir par la négative. L'inconscient, c'est tout simplement ce qui n'est pas conscient. D'ailleurs, dans le langage courant, on utilise souvent le mot pour parler d'un état ou d'une personne que l'on va qualifier d'inconscient. Par exemple, quand quelqu'un perd connaissance, on dit que cette personne est inconsciente. C'est une manière de dire que l'esprit conscient est comme mis entre parenthèses, suspendu pendant un laps de temps plus ou moins long. Mais on emploie aussi l'adjectif inconscient pour parler par exemple de quelqu'un qui ne mesure pas les risques, qui agit sans réfléchir aux conséquences. Dans ce cas, on veut dire que la personne en question manque de conscience, qu'elle n'est pas suffisamment consciente de ce qu'elle fait, elle n'est pas consciente de la portée de ses actes. Ça, c'est pour le langage courant. Maintenant, on va passer à la notion d'inconscient, telle que on l'entend en psychanalyse. Et là, on va avoir affaire à un concept qui a un sens bien différent du mot que l'on emploie dans la langue ordinaire. En psychanalyse, l'inconscient va désigner une réalité psychique à part entière qui va exister exactement au même titre que la conscience, et qui va avoir son propre mode de fonctionnement, ses propres caractéristiques et même sa propre logique. Et c'est précisément cette conception qui appartient au champ de la psychanalyse qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comme on le disait, l'inconscient ne fonctionne pas du tout comme notre pensée consciente et rationnelle. Il obéit à une logique qui lui est propre, et c'est la logique que l'on retrouve notamment dans les rêves. Alors d'abord, l'inconscient raisonne par association. Il va lier les idées, les émotions et même les images de manière automatique pour créer sans cesse de nouvelles associations. Par exemple, dans un rêve, on a souvent des visages qui se mélangent et qui peuvent faire résonner une émotion particulière, comme la peur ou la tendresse, en raison de leur association inconsciente à des personnes ou des moments du passé. Ensuite, l'inconscient utilise une pensée qui va être hautement symbolique et imagée. Au lieu de concepts clairs et précis, il va communiquer à travers des images, des métaphores et des symboles. Enfin, la logique de l'inconscient est marquée par la causalité, c'est-à-dire l'absence de causalité, et a fortiori par la réversibilité. En effet, l'inconscient ne fonctionne pas selon une causalité linéaire comme dans notre monde rationnel, où une cause produit nécessairement un effet. Avec l'inconscient, les événements peuvent sembler surgir sans lien direct, et les relations entre les choses ne suivent pas forcément le principe du temps ou de la logique habituelle. Dans un rêve, par exemple, ce qui se passe avant peut très bien arriver après, sans que ça dérange la logique du rêve. Donc on a cette logique un peu particulière, cette logique de l'illogique, de l'irrationnel, qui vient gouverner le fonctionnement de l'inconscient. C'est une pensée fluide, mouvante, qui suit ses propres règles et que on va explorer plus en détail par la suite. Avant d'aller plus loin et sans forcément s'étendre sur ce sujet,
Il faut souligner quand même que l'inconscient, depuis sa conceptualisation, est une notion qui pose des problèmes en matière de philosophie, notamment en matière de liberté à propos forcément de la souveraineté du sujet sur ses pensées, ses sentiments et même ses actes. Puisque notre pensée est en partie inconsciente, alors on peut se demander si on a vraiment le contrôle de notre esprit et qui plus est de nos actions. Donc ça amène aussi forcément des considérations éthiques et juridiques. Effectivement, puisque on peut qualifier des actes comme étant inconscients, est-ce qu'on peut alors être jugé comme responsable de tels actes? Alors bien évidemment, la justice pénale, en dépit d'un certain déterminisme, qu'il soit biologique ou psychologique, présuppose évidemment, et heureusement d'ailleurs, une liberté irréductible qui nous rend responsables de nos actes devant la justice. Mais en tout cas, ce sont des questions qui se posent avec l'inconscient. Voilà pour ce bref aparté, maintenant revenons un peu en arrière pour comprendre d'où vient cette notion d'inconscient. Avant que Freud n'en fasse la pierre angulaire de la psychanalyse, l'idée qu'il puisse y avoir des pensées inconscientes était quelque chose de bien connu chez les philosophes, et ce depuis l'Antiquité. À commencer par Platon, le père de la philosophie occidentale, qui déjà, dans un de ses dialogues socratiques, intitulé Le Ménon, évoque l'idée d'un savoir inconscient. Dans ce texte, Socrate interroge un esclave, et par un jeu subtil de questions successives, il l'amène à résoudre un problème géométrique de par lui-même, sans jamais lui donner la réponse. Ce que montre Platon avec cette scène, c'est que l'esclave connaissait déjà la solution sans le savoir. Si vous aimez les mathématiques, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà expérimenté lorsque vous résolvez une équation ou un problème compliqué, vous ressentez comme une évidence, comme si quelque part au fond, vous aviez toujours connu la réponse du problème. C'est ce que Platon appelle la réminiscence, l'idée que notre esprit porte en lui des connaissances oubliées qui ne demandent qu'à être révélées. Donc dès l'Antiquité, Platon suggère déjà que notre mémoire contient des éléments latents, des contenus qui existent en nous sans qu'on en soit forcément pleinement conscient. Maintenant, faisons un bond en avant dans le temps jusqu'au XVIIe siècle, avec Leibniz, qui lui aussi à sa manière aborde une forme de pensée inconsciente à travers sa théorie des petites perceptions. Pour Leibniz, nos perceptions conscientes ne sont en réalité que la somme d'une multitude de perceptions inconscientes. On ne perçoit jamais tout ce qui nous entoure de manière détaillée, mais cela ne veut pas dire pour autant que ces informations n'existent pas en nous. L'exemple classique évoqué par Leibniz, c'est celui de l'arbre. Quand on regarde un arbre, on perçoit l'ensemble, la forme générale de l'arbre, mais on ne distingue pas chaque feuille, ni chaque nervure de chaque feuille, et encore moins chaque cellule ou chaque atome qui la compose. Pourtant, notre esprit enregistre inconsciemment ces éléments, il vient faire abstraction des détails pour obtenir seulement une perception globale de l'objet qui nous permet d'interagir avec cette catégorie qu'est l'arbre. On avance encore un peu dans l'histoire de la philosophie et on en arrive à Hegel qui élabore aussi un concept très intéressant qui va en quelque sorte être en lien avec l'inconscient. Pour Hegel, ce ne sont pas forcément les peuples ou les institutions qui font l'histoire, mais plutôt les grands hommes, comme César ou Napoléon par exemple. Ces figures historiques, en suivant leurs ambitions personnelles, en croyant agir pour leurs propres intérêts, vont en réalité servir une cause qui les dépasse complètement. Sans le savoir, ils réalisent quelque chose de bien plus grand qu'eux. Les grands hommes, par leur histoire individuelle, accomplissent inconsciemment la marche du monde et finissent par donner un sens à l'histoire avec un grand H. C'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. Les individus croient être les maîtres de leur destin, mais ils sont en réalité les instruments d'un mouvement historique et collectif beaucoup plus vaste et qui les dépasse. Donc avec Hegel, on a déjà cette idée que les ambitions, les passions inconscientes, sont des moteurs qui nous permettent d'agir
et qui vont en plus donner du sens à l'histoire collective. Ensuite, on en arrive aux philosophes qui sont les contemporains de Freud, donc juste avant que la psychanalyse ne soit inventée. Alors c'est assez fascinant parce qu'on voit que, à cette époque-là, il y a toute une effervescence sur tout un tas de sujets qui gravitent autour de cette idée d'inconscient. C'est le cas par exemple avec Bergson, qui échafaude tout un travail sur la mémoire et les mécanismes de l'oubli. Il montre comment l'oubli chasse hors de la conscience les perceptions et les souvenirs qui ne sont plus vraiment utiles à l'action. Et puis bien sûr, on a également Nietzsche, qui est indéniablement l'un des plus grands précurseurs de la psychologie moderne. Un des concepts fondamentaux de Nietzsche, c'est le renversement des valeurs morales. Pour Nietzsche, ce que on appelle traditionnellement la morale ne serait en réalité qu'une invention des faibles. Selon Nietzsche, ceux qui n'ont pas la force d'imposer leur volonté développent du ressentiment à l'égard de ceux qui dominent. Et pour renverser ce rapport de force, il crée un système de valeurs inversé. Ainsi, le noble, le puissant, l'affirmatif devient le méchant, l'immoral. Et par contre, le faible, le soumis, l'incapable devient le vertueux. Il devient celui qui choisit de faire le bien. Nietzsche va encore plus loin, selon lui, cette morale n'est pas un véritable choix, mais une rationalisation d'une impuissance déguisée. Le faible, au lieu d'admettre qu'il ne peut pas, va transformer ce je ne peux pas en un je ne veux pas, comme si c'était un choix moral et non plus une incapacité. Par exemple, imaginons quelqu'un qui méprise la richesse et les succès matériels. Cette personne pourrait dire l'argent pourrit les gens, je préfère une vie simple et détachée des biens matériels. Mais selon Nietzsche, ce rejet moral de l'argent pourrait être, en réalité, une manière détournée de masquer une incapacité à réussir financièrement. Autrement dit, cette personne ne renonce pas à la richesse par choix, mais parce qu'elle n'a pas la possibilité d'y accéder. Et donc, elle transforme cette impuissance en vertu. Alors bien sûr, on peut adhérer ou non à cette vision des choses et de la morale, mais ce qui est intéressant en tout cas chez Nietzsche, c'est cette idée que derrière chaque valeur, chaque concept, il y a une psychologie. Et que cette psychologie est bien souvent nourrie par le ressentiment qui va, de manière inconsciente, inverser les valeurs. Tout ça pour dire que, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la philosophie est déjà profondément tournée vers la psychologie de l'inconscient. L'idée que nos pensées et nos actions soient influencées par des forces qui nous échappent est dans l'air du temps. À ce moment-là de l'histoire des idées, ces questions agitent les esprits et finalement l'émergence d'une pensée structurée autour de l'inconscient était inévitable. Et par la force des choses, on en arrive au moment Freud. C'est un tournant véritablement car, en dépit de toutes les critiques qui peuvent lui être adressées aujourd'hui, c'est lui qui va vraiment donner une structure claire à cette idée encore floue d'inconscient. Contrairement aux autres, Freud ne se contente pas de l'évoquer, il théorise l'inconscient. Il lui donne une place centrale dans une approche qui devient à la fois une théorie et une pratique clinique qu'on appelle, dans les deux cas, la psychanalyse. Freud, c'est au départ un médecin autrichien qui travaille d'abord sur le traitement des maladies nerveuses. Ensuite, il va s'intéresser à l'hypnose, aux associations libres et même au langage du rêve. Et puis, il va se concentrer sur l'hystérie, une notion médicale aujourd'hui désuète, mais qui en tout cas désignait une maladie dont on pensait qu'elle était induite par une forme de somatisation. Autrement dit, à l'existence de troubles psychiques qui semblaient se traduire en symptômes physiques. C'est en étudiant ces phénomènes que Freud en vient à formuler son hypothèse de l'inconscient qu'il développera dans deux modèles théoriques fondamentaux. Freud propose d'abord une première topique, un premier modèle, qui divise notre appareil psychique en trois instances,
le préconscient, le conscient et l'inconscient. Le préconscient, c'est un peu l'antichambre du conscient. Ce sont des pensées, des souvenirs, des informations qui ne sont pas immédiatement présents à l'esprit, mais qui peuvent le devenir à tout moment. Contrairement à l'inconscient, les contenus du préconscient ne sont pas refoulés, ils restent donc accessibles. D'ailleurs, le préconscient et le conscient forment ensemble un système dynamique. Des idées peuvent passer de l'un à l'autre et dans les deux sens. C'est ce que Freud appelle le système préconscient-conscient. Au contrario, on va avoir l'inconscient qui, lui, a son propre mode de fonctionnement. Il est séparé du système préconscient-conscient par une forme de censure qui est le résultat d'un refoulement, d'un événement traumatique qui est trop difficile à gérer au niveau du conscient et qui va donc être relégué au niveau inconscient. Par la suite, Freud va reformuler plus précisément son modèle avec une deuxième topique, dans laquelle il va scinder l'appareil psychique à nouveau en trois instances, le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est un pôle pulsionnel du psychisme et il est gouverné par le principe du plaisir. C'est un réservoir chaotique d'énergie contradictoire où résident à la fois les pulsions de vie, les pulsions sexuelles, la libido, et les pulsions de mort. À l'opposé, on va avoir le surmoi qui incarne l'intériorisation des interdits sociaux et parentaux. En d'autres termes, c'est le siège de la morale, la voix intérieure qui juge et qui censure. Et entre les deux, on trouve le moi, qui joue le rôle de médiateur entre le ça et le surmoi. Il est soumis au principe de réalité. Son objectif est de satisfaire les désirs du ça, mais d'une manière socialement acceptable en tenant compte des exigences du surmoi. Donc si on reprend, pour Freud, nos désirs, qui sont l'expression consciente de nos pulsions, se heurtent au principe de réalité. Comme la société et les normes interdisent la satisfaction directe de certains désirs, ils sont refoulés et trouvent des voies détournées pour s'exprimer. Donc évidemment, c'est la frustration qui domine, mais les désirs vont quand même pouvoir trouver leur soulagement par le transfert, par exemple vers une activité supérieure et socialement valorisée, comme l'expression artistique, le sport ou la réussite au travail. C'est ce que Freud appelle la sublimation des désirs, donc lorsque on arrive à transférer nos désirs vers quelque chose qui est socialement valorisé. Voilà en résumé les grandes lignes de la pensée freudienne qui va poser les bases de la théorie psychanalytique. Et maintenant, on arrive enfin au cœur du sujet de cette vidéo, avec Jung qui au départ était un disciple de Freud, avant qu'une divergence théorique majeure ne les sépare définitivement. En effet, Freud conçoit l'inconscient comme une construction strictement individuelle, façonnée par l'histoire personnelle et les expériences traumatiques de chacun. En somme, l'inconscient, selon Freud, est le produit unique d'une biographie singulière faite de traumas. Mais Jung, quant à lui, ne s'arrête pas là. Il ne rejette pas totalement cette vision freudienne, mais il la dépasse en introduisant une notion radicalement nouvelle, l'existence d'un inconscient collectif. Et c'est là que réside la distinction fondamentale entre les deux hommes. Pour Jung, la psyché, c'est-à-dire l'ensemble du système psychologique d'un individu, repose sur trois niveaux: le conscient, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Le conscient correspond à la partie émergée de notre esprit, peuplée par le contenu psychique que nous appréhendons avec une certaine clarté. Le conscient est également la demeure de l'ego, qui va être cette force unificatrice, capable d'organiser notre perception de la réalité et de réguler les échanges entre conscient et inconscient. L'ego va vraiment agir comme un filtre psychique pour décider de ce qui peut accéder à la conscience et de ce qui, au contraire, doit être refoulé
et relégué dans l'inconscient. Ensuite, on a l'inconscient personnel, qui correspond plus ou moins à la conception freudienne, bien que Jung s'en détache sur plusieurs points. D'abord parce que Freud réduit souvent les pulsions et les désirs à des dynamiques essentiellement d'ordre sexuel, tandis que Jung considère le territoire du désir comme quelque chose de beaucoup plus vaste, qui va bien au-delà des seules pulsions sexuelles. Ensuite, pour Jung, l'inconscient personnel ne se limite pas à un réservoir de traumatismes refoulés. Pour Jung, l'inconscient personnel possède aussi un véritable potentiel créatif. Par le biais des rêves, des lapsus ou du retour de souvenirs enfouis, l'inconscient personnel peut en quelque sorte guider le conscient pour suggérer par exemple des pistes de résolution des conflits psychiques. Mais il va également nourrir la créativité de tout un chacun, et en particulier des artistes ou des écrivains par exemple. Beaucoup d'idées originales qui vont émerger en nous vont souvent remonter depuis les profondeurs de notre inconscient. C'est la raison pour laquelle nombreux sont les artistes, et en particulier les surréalistes, qui puisent dans leurs rêves pour générer de nouvelles idées créatives, et ça, c'est grâce à l'inconscient. Donc chez Jung, on retrouve au niveau de l'inconscient personnel un versant actif et un côté vraiment positif qui n'est pas souligné chez Freud. Pour autant, Jung et Freud s'accordent à dire que l'inconscient est une sorte de dépôt d'expériences qui n'ont pas été complètement intégrées par l'ego. Donc c'est tout le matériel psychique qui a été absorbé de manière subliminale parce que traumatique ou trop chargé émotionnellement pour être véritablement intériorisé de manière consciente. Autrement dit, ce sont toutes ces informations que notre ego n'arrive pas à traiter et qui sont donc reléguées dans ce domaine plus profond et plus chaotique de notre psyché. On pourrait dire que le traitement de ces informations est resté en quelque sorte inachevé. Les informations n'ont pas été intériorisées et examinées correctement de manière consciente, et donc elles sont relayées dans l'inconscient. Pour autant, même si ce matériel psychique est présent en nous uniquement de manière inconsciente, il n'empêche que ce matériel inconscient peut toujours avoir des répercussions et influencer indirectement nos comportements et nos actions. Ce contenu de l'inconscient personnel peut donc teinter nos jugements, nos goûts, nos perceptions, même si on ne parvient pas forcément à saisir la nature inconsciente de cette altération. Par exemple, une personne peut aimer l'association des couleurs jaune et bleu sans vraiment savoir pourquoi, alors que, en réalité, cette préférence pourrait être influencée par des souvenirs d'enfance profondément enfouis, à propos, par exemple, des rideaux qui se trouvaient dans la maison familiale lorsque la personne avait 4 ans. Tout ça pour dire qu'il existe une frontière poreuse entre le conscient et l'inconscient. Ce ne sont pas des vases clos, mais des vases communicants. Il y a un dialogue qui s'établit entre les deux, et des informations peuvent circuler de l'un à l'autre. Il y a toujours ce transfert, cette dynamique, ces effets de bord qui font que ces deux domaines de la psyché interagissent entre eux. Ensuite vient l'inconscient collectif. Et c'est là que réside, comme on le disait tout à l'heure, la distinction fondamentale établie par Jung par rapport à la théorie freudienne. Pour Jung, il est impossible de réduire la psyché à quelque chose de simplement personnel. La psyché est la résultante d'une longue et lente évolution qui s'est faite à travers les âges et de manière impersonnelle. Ou pour être plus précis encore, on devrait même dire transpersonnelle. En ce sens, on peut considérer Jung comme l'un des pionniers aussi de la psychologie évolutionniste. Dans les profondeurs de la psyché, il existe ce contenu inconscient, primitif, archaïque, qui est la somme des comportements, des motifs psychiques qui nous relient aux autres et notamment à nos ancêtres sur des siècles d'évolution. Avec l'inconscient collectif, on est sur un domaine de la psyché qui est complètement indépendant de l'ego, donc très éloigné des motifs du conscient et de l'inconscient personnel. On est sur un domaine psychique qui va bien au-delà des expériences strictement personnelles. Mais encore une fois, par contre, cette part primitive et partagée de l'inconscient influence nos comportements et nos manières d'agir. De la même manière que l'inconscient personnel vient influencer le conscient, on pourrait dire que l'inconscient collectif
va influencer non seulement l'inconscient personnel, mais aussi le conscient. On a vraiment ici un schéma pyramidal avec une base fondamentale qui est l'inconscient collectif, ensuite vient l'inconscient personnel qui s'en nourrit, et en dernière instance, la pointe de la pyramide qui correspond à la partie consciente. Avec l'inconscient collectif, on entre dans le domaine des motifs essentiels, universels, qui vont vraiment caractériser l'action et les comportements humains de manière générale. Bien sûr, il va y avoir des variations en fonction des systèmes de représentation de chaque culture, mais essentiellement, on va retrouver les mêmes mécanismes qui sont vraiment partagés entre tous les membres de l'espèce humaine. Et où va-t-on pouvoir trouver des traces résiduelles de cet inconscient collectif? Eh bien justement à travers les invariants structurels que l'on retrouve dans les mythes, les contes de fées, les légendes, les symboles, les représentations artistiques, qui vont venir exprimer singulièrement ce contenu fondé sur des peurs, des angoisses, mais aussi des joies et des émotions positives, qui sont des constantes psychologiques établies au cours des siècles d'évolution. Donc ce contenu de l'inconscient collectif, il est relativement stable puisqu'il est hérité. Mais par contre, il va sans cesse être réactualisé, réinventé sous de nouvelles formes. Autrement dit, pour déceler des marques de l'inconscient collectif, on va pouvoir aussi s'appuyer de manière plus actuelle sur la littérature, sur le cinéma, ou les paroles d'une chanson qui vont aussi pointer de manière inconsciente vers cet immense réservoir de la pensée collective humaine, dans lequel est stocké, sous des formes détournées, imagées et symboliques, une quantité d'informations très importante sur la nature des ressorts de la pensée et des comportements humains. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque on regarde un film d'aventure ou un film de super-héros, eh bien en tant que spectateur, on arrive tout de suite à s'identifier. Les enfants en particulier vont très vite repérer qui est le héros, le méchant, l'allié, le magicien, etc. Parce que tous ces comportements qui s'incarnent à l'écran à travers des personnages sont une version actualisée et particulière de cet héritage commun qui est inclus dans l'inconscient collectif et sur lequel on peut s'appuyer pour identifier nos fonctionnements, nos troubles ou pour donner du sens à nos agissements. Voilà, donc pour bien appuyer sur ces trois niveaux que sont le conscient, l'inconscient individuel et l'inconscient collectif, on pourrait terminer cette vidéo avec un exemple concret. Imaginez une personne qui est médecin et qui a un problème au niveau de son équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc on a affaire à un médecin extrêmement dévoué, avec un grand sens des responsabilités, à tel point qu'il en finit par oublier sa propre personne. Et déjà cette personne reconnaît qu'elle a un problème sur ce point. Donc là on est sur une grille de lecture consciente, puisque on a une reconnaissance, une conscience d'un problème qu'effectivement il faudrait parvenir à régler. Ensuite, on peut aller chercher des éléments de réponse dans la biographie de cette personne, en entrant dans le deuxième niveau de lecture qui va être l'inconscient individuel. Là, on peut imaginer une histoire personnelle marquée par des exigences parentales excessives, avec une certaine pression, à partir de laquelle naît un sentiment de ne pas être pleinement apprécié pour ce que on est en soi, et un besoin inconscient de se prouver qu'on peut être utile aux autres. Le traumatisme inconscient vient orienter le choix de carrière conscient vers la médecine. Et dernier niveau de lecture, issu de l'inconscient collectif, avec une identification assez rapide de notre médecin au niveau des comportements avec ceux de l'archétype du sauveur. Un modèle canonique qu'on retrouve forcément dans l'image du Christ, par exemple, et qui porte sur ses épaules toutes les peines du monde et qui glorifie l'altruisme, le sacrifice et le dévouement pour les autres. Voilà, donc à travers cet exemple simple, on voit bien comment on peut articuler des relations entre les trois niveaux, conscient, inconscient individuel et inconscient collectif. Dans une prochaine vidéo, on pourra justement s'attarder plus en détail sur ce concept d'archétype pour comprendre comment ces motifs de l'inconscient collectif façonnent non seulement notre psychologie personnelle, mais aussi notre culture et nos comportements sociaux.
En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Psyché Déclic.